Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce stream qui va être consacré à Parcoursup. Donc n'hésitez pas à nous adresser dès maintenant vos questions. Alors nous sommes avec Véronique Fèvre de BFM TV, que vous reconnaissez sans doute, qui est la journaliste en charge des questions d'éducation à l'antenne. Et puis moi c'est Céline, je suis journaliste pour le site de BFM TV. Donc comme je vous le disais, ce stream sera consacré à Parcoursup, au délai, au calendrier. L'enfer de Parcoursup. On va essayer Pour nous aussi, c'est difficile, il faut le dire. On va essayer de dédramatiser un peu les choses et puis de répondre à vos questions. Peut-être la première chose qu'on peut dire, c'est que les réponses commencent à tomber tous les jours. Tous les matins, la machine mouline. Donc, surtout, si vous n'avez pas encore eu de réponse aujourd'hui, vous en aurez demain. Donc, il ne faut pas paniquer. C'est toute la difficulté cette année parce que l'année a été extrêmement stressante pour vous. Et là, il y a ce système où on doit attendre que chacun fasse ses choix pour voir si on remonte dans les listes d'attente. Et on est tout à fait conscients, tous, dans les établissements scolaires également, que c'est un stress vraiment en plus. Pourtant, il faut savoir que la machine cette année, on est à la 4e année de Parcoursup, elle va plus vite que les années précédentes. Les derniers chiffres qu'on a du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est qu'on a plus de 7 lycéens sur 10 qui ont déjà reçu une proposition d'admission. Alors après, ce n'est pas toujours pile poil celle que vous vouliez, et c'est tout l'enjeu. C'est de réussir au fil des semaines à adapter finalement son rêve avec la réalité, ce qui est proposé. C'est vraiment ça qui est difficile pendant ces semaines. Alors on a l'enjeu pour les lycéens, mais on a aussi des étudiants. Plus d'un étudiant sur 2 qui a aussi reçu une proposition. C'est un chiffre plutôt bon, mais voilà, on sait qu'il y a toujours des étudiants en attente. Et puis il y a aussi sur Parcoursup des personnes qui reprennent leurs études. Ah oui. Alors c'est une minorité, c'est 89 000, mais quand même, ça compte. Ce qu'on peut dire sur Parcoursup, c'est qu'il y a quand même 17 000 formations, donc il y a du choix. Et puis aussi, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a aussi des formations qui ne passent pas par Parcoursup. On en parlera peut-être tout à l'heure si vous nous posez des questions à ce sujet. Alors, ce qu'on peut... Oui, vas-y. Non, ce qu'on peut dire, oui, donc c'est là, la phase, elle se tient jusqu'au 16 juillet, la phase principale. Donc, les réponses vont tomber jusqu'au 16 juillet. Et ensuite, à partir du 16 juin, vous aurez la phase complémentaire qui se tiendra jusqu'au 16 septembre. Ça veut dire que là, si jusqu'au 16 juin, vous n'avez toujours pas de proposition, vous savez qu'à partir du 16 juin, vous pouvez essayer de redéfinir de nouvelles propositions, de nouvelles envies, de nouveaux parcours. Et donc, pas de panique, quoi. Cette phase complémentaire, elle démarre donc le 16 juin. Oui, et ce qu'on peut dire, c'est que la phase complémentaire, elle s'adresse à tout le monde, en fait. Elle est ouverte à tous les lycéens, aussi bien ceux qui n'ont pas encore eu de réponse, mais ceux qui ont peut-être eu des réponses en attente et qui souhaiteraient peut-être formuler d'autres vœux dans des formations qui ont encore des places. C'est Kiksou qui nous dit il y a du choix mais personne n'est pris. Ah non, non, moi j'ai dit plus de 7 lycéens sur 10 qui ont une proposition, mais c'est vrai que voilà, l'enjeu c'est d'avoir ce qu'on veut. On sait qu'il y a cette année beaucoup de déceptions, notamment du côté de Sciences Po par exemple, où ils ont eu double de candidatures à Sciences Po Paris, et du coup le nombre de places n'est pas extensible, et donc forcément il y a des déçus, mais il y a en revanche, ça fait la 2e année que les écoles d'infirmières sont sur Parcoursup, et là quand même on a beaucoup plus par exemple de choix qu'avant ce système-là. C'est-à-dire qu'avant, il fallait, quand on voulait devenir être infirmière, s'inscrire dans chaque école, prendre son billet de train. Bon, voilà, là... c'est plus simple. Oui, c'est carrément plus simple. On a une autre question de Ster3og. Pardon, ce n'est peut-être pas la bonne prononciation. Si on n'a pas fait Parcoursup, on peut quand même démarcher les licences professionnelles. Alors déjà, ce qu'on peut dire sur Parcoursup, c'est qu'on peut s'y inscrire jusqu'en septembre. La plateforme reste ouverte, donc la phase complémentaire reste ouverte pour les personnes qui auraient peut-être raté le coche de Parcoursup ou qui n'auraient pas validé leurs vœux au mois d'avril. C'est encore possible de s'inscrire, donc rien n'est perdu. Et puis, pour les licences professionnelles, alors ça passe par Parcoursup. Ben oui. Ouais. Tout passe par Parcoursup. Donc peut-être dans la phase complémentaire, ce sera possible de tenter sa chance de ce côté-là. Madame de gauche, d'où vient votre masque ?
C'est pour toi, Céline. Alors, eh bien, d'où vient mon masque? Eh bien, je ne sais pas. Je crois que ça vient du travail de mon mari. Voilà, pour la réponse à ma question. C'est un masque chirurgical assez classique. Alors, après, Erio dit, après, les propositions que nous avons ne sont pas celles que nous désirons souvent. Ce sont par exemple des gens qui veulent faire master et qui ont mis BTS à défaut. C'est toute la difficulté. On ne peut pas toujours... voilà, on a des envies de parcours, on a des envies de métier et il y a du monde. On est encore en plus sur la fin du pic. On commence à amorcer plutôt la fin du pic de natalité. Donc vous êtes quand même très nombreux. Donc il faut vraiment ajuster, encore une fois, ses envies de parcours, ses envies professionnelles avec les places qu'on trouve. Et se dire aussi qu'on peut travailler sur des chemins détournés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours une voie unique pour parvenir à un métier. Et là, les établissements sont prévenus pour vous aider vraiment à travailler ces questions. On n'est pas obligé toujours de faire une voie royale pour parvenir à ce qu'on veut. Et on peut se réorienter aussi. Et on peut se réorienter. Donc il faut faire baisser la pression et pas dramatiser. On a vu des gens qui pouvaient être inscrits dans ce qu'ils voulaient, ce dont ils rêvaient. Et quand ils arrivaient dans les établissements, ils étaient déçus. La formation ne correspondait pas à ce qu'ils imaginaient. Ça arrive souvent dans ces réorientations qu'on voit. Ce ne sont pas que des gens qui sont en échec parce qu'ils n'ont pas assez travaillé. C'est des gens qui, voilà, ils avaient une idée de ce qu'ils voulaient faire, ils avaient une idée de la formation et puis ça ne correspond pas. Donc, il faut se dire qu'il y a forcément une place pour nous, quelque part, qui va nous convenir et que même si on est en échec et pas reçu à l'endroit où on voulait, c'est que ça veut dire qu'il va falloir en tirer parti. Et qu'on en tirera parti. C'est vraiment important pour gérer cette période qui est vraiment difficile. Alors, on va prendre une autre question. Toujours de Ster3Og. Perso, ce n'était que mon 10e vœu qui a été accepté. Et encore, j'étais en liste d'attente. Ah, c'était il y a 2 ans, c'est ça, je crois. Ça doit être ça. Oui, ce sont des... Oui, voilà, c'est le jeu. Ce sont des choses qui arrivent. Après, comme on vous le disait, ça mouline tous les jours. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore eu de réponse positive ou que des vœux en attente. Et puis, demain, des choses vont se débloquer. Après-demain, jusqu'à la fin de cette première phase d'admission, les choses peuvent bouger. Hein. Même si vous êtes 100, 200, peut-être même 300e en liste d'attente, ça peut très bien évoluer. D'ailleurs, ce qui est très intéressant sur Parcoursup, c'est que si vous êtes en attente d'une réponse, enfin, en tout cas, s'il est indiqué que vous êtes en liste d'attente, il est indiqué donc le nombre de places que propose la formation, mais aussi le nombre de personnes dans la liste d'attente et votre place dans la liste d'attente. Donc, ça permet d'évaluer un petit peu vos chances de pouvoir accéder à cette formation. Et puis surtout, comme je vous le disais, ça va évoluer tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui vont accepter, qui vont se désister d'une formation. Donc, ça va libérer des places. Et peut-être que vous allez remonter dans cette liste d'attente. Sur Parcoursup, vous pouvez aussi consulter le classement de la dernière personne qui a pu... ça vous donne une idée. Hein. Voilà, le classement de la dernière personne qui a été acceptée dans la formation. Donc, ça vous donne une idée. Par exemple, si vous êtes, je vais dire n'importe quoi, 230e en liste d'attente et que la dernière personne qui a bénéficié d'une place était... je vais dire n'importe quoi, à 223e, les choses sont plutôt encourageantes. Et puis aussi, vous pouvez consulter toujours dans Parcoursup les informations relatives à l'année dernière, c'est-à-dire quel était le classement de la dernière personne qui a été admise dans cette formation. Ça vous permet de voir dans quelle mesure vous pouvez avoir des chances si vous êtes en liste d'attente sur cette formation. On va peut-être prendre une autre question. Oui, intéressante. Pourquoi les passes sont devenues très sélectives pour les études de santé? En effet... les études de santé, c'est sélectif. C'est très sélectif, forcément. Il ne faut pas imaginer que c'est parce qu'on va essayer de faire en sorte que les étudiants ne perdent plus une année à travailler pour rien, comme c'était dans le passé avec la fameuse année unique de préparation au concours. C'était sélectif là maintenant, ça continue à l'être, mais on veut faire en sorte que les gens qui ont travaillé pendant une année ne perdent pas cette année et puissent éventuellement se rediriger ailleurs. De toute façon, voilà, il y a dans l'orientation un enjeu, je vous le disais, de place.
Et et forcément, pour être médecin, aujourd'hui, il y a une très très forte appétence des étudiants. Donc, du coup, la sélectivité est énorme. Elle est énorme aujourd'hui. Donc voilà, il faut bien comprendre ça. Mais on l'a vu, maintenant les études de santé ont été réformées. Donc on estime qu'on peut peut-être continuer en licence et passer une deuxième fois le concours. Voilà, il n'y a pas qu'une voie maintenant pour devenir médecin. Mais dans tous les cas, que ce soit avant, que ce soit maintenant, il faut bosser comme une brute. Eh oui. Voilà. C'est tout. Moi, j'aurais jamais eu le niveau pour aller en médecine et j'admire les étudiants qui se lancent. Alors, une autre question de Erio. Est-ce que vous savez si Parcoursup s'actualise en direct ou s'il y a une heure où les listes d'attente s'actualisent à un horaire particulier? Alors, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est que ça s'actualise tous les jours, tous les matins. Tous les matins. Donc, bon, ça sert à rien d'y aller 10 fois dans la journée, ça va pas bouger, il faudra attendre le lendemain. Mais ça bouge vraiment très très vite, hein. Ça peut bouger très très vite. Donc, d'une journée à l'autre, vous pouvez avoir tout à coup plusieurs propositions. Il faut bien vérifier qu'on a bien mis son téléphone pour avoir les alertes. Ou par mail. Et que les parents aussi s'inscrivent, hein, afin que vous ne soyez pas tout seul, vous ne loupiez pas un message. Voilà. Alors, surtout qu'au fur désormais, maintenant, les délais pour répondre vont être de plus en plus courts. Donc là, il faut vraiment activer toutes les alertes possibles, hein, et ne pas être seul à le recevoir. Si vos parents l'ont, ça vous aidera. Oui, tu parlais de ça. On peut aussi évoquer le point sur le répondeur automatique qui peut être intéressant. Ah oui. Si vous avez plusieurs vœux qui sont toujours en attente, ça peut être vraiment pas mal. Plutôt que d'y aller tous les jours, vous pouvez présélectionner une hiérarchie dans vos vœux et le répondeur automatique va permettre de répondre automatiquement à ça et à accepter une proposition si elle est en tête de votre hiérarchie. Il y a une question intéressante de Lewis, 5977. Quand on accepte plusieurs vœux, il se passe quoi? Il faut choisir. Oui. Il faut choisir. C'est encore ça, c'est le choix, c'est l'orientation, c'est ça. C'est partir du plus large possible et puis affiner et à un moment se décider. Et vous ne pouvez pas garder vous ne pouvez pas garder 5, 6, 7 réponses positives. C'est le principe. Il ne faut qu'en garder qu'une, mais aussi pour vos autres camarades lycéens, parce que du coup, en refusant les autres propositions... vous libérez. Exactement. Vous libérez des places et donc vous donnez la chance à un autre lycéen et lycéenne d'obtenir cette place. Donc, il faut malheureusement... refuser certaines propositions si vous avez la chance d'en avoir plusieurs, mais en principe il y avait une hiérarchie dans vos vœux, donc on peut changer aussi, oui, bien sûr. Moi je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à en parler autour de soi. Ça peut être à vos amis, ça peut être à votre famille, ça peut être à d'autres gens, à vos profs. Quand vous hésitez, prenez le temps de la réflexion. Et donnez-vous la possibilité de changer d'avis. Parfois on ne sent plus une situation, on a évolué. Ça arrive très souvent que les étudiants, entre le moment où ils formulent leurs vœux et le moment où ils s'inscrivent, ils changent d'idée. Ils ont vu d'autres choses, d'autres perspectives. Voilà, c'est ouvert. En revanche, voilà, vous avez un délai pour répondre. Donc là, il faut le respecter. Et effectivement, pensez aux autres qui attendent derrière. Et puis surtout, même si vous acceptez un vœu et que vous avez d'autres vœux de formation en attente, vous pouvez conserver ces souhaits en attente. Donc, ça vous laisse quand même une certaine possibilité. Mais évidemment, si vous avez des réponses positives, c'est là qu'il faut forcément trancher. Et surtout, on le répète, hein, il faut vraiment respecter vos délais de réponse. Normalement, en face de chaque vœu, si vous avez une réponse positive, vous devez la confirmer ou la refuser. Et vous avez un délai, vous avez une date limite pour y répondre. Et surtout, vérifiez bien ce délai, parce que si jamais vous répondez trop tard, vous perdez votre choix de formation. Ça, c'est vraiment idiot. Et ce serait vraiment dommage. Et une fois que vous l'avez perdu, c'est vraiment fichu. Ce n'est pas possible d'y retourner. Donc vraiment, faites très très attention au délai de réponse. Jérémy, dis-moi, j'ai eu que 2 vœux acceptés. Mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Il y en a 3 sur 10 actuellement qui n'ont pas de réponse actuellement. Hein. Ah, c'est super. Donc, et puis ça peut encore évoluer. Gardons le moral. Des vœux qui sont encore en attente. Exactement. Ça peut encore évoluer dans les prochains jours. Non, c'est pas mal. Peut-on demander, Tracé Delta demande, peut-on demander des licences dans la phase complémentaire? Mais oui. Bien sûr, s'il reste des places, évidemment. Les licences, forcément, il y a beaucoup de licences où il reste des places. Donc, ils sont... Et puis, vous pourrez regarder, vous pourrez vous balader sur le site et voir ce qui reste, en fait. Ce sera peut-être encore même plus simple si vous n'avez pas d'idée. Mais encore une fois, bon...
On ne s'inscrit pas comme ça, on réfléchit, on voit les choses avec son prof principal ou avec un conseiller d'orientation. Voilà. On réfléchit bien à ce qu'on veut faire, mais c'est une bonne idée. Voilà. Il faut savoir changer son fusil d'épaule. Voilà. Il faut s'adapter, prendre la vague et changer ses plans. Parfois, vous allez découvrir que vous trouverez une voie qui sera peut-être parfois inattendue, mais qui était la vôtre. On a Tchèque Cheski qui nous dit qu'il est pris à la fac de psycho de Toulouse. Eh bien, bravo, c'est super. Ça s'annonce bien. Ouais, on a une autre question. Très demandé, psycho. Ouais. De Poker Dealer. Bonjour, pourrais-je savoir quand on aura les résultats des BTS? Alors moi, personnellement, je ne sais pas. Mi-juin, à partir de mi-juin. Et donc là, vous pourrez voir si vous... Il faut demander à vos formations, ils vont vous le dire. Hein. Je pense que c'est un peu différent. Mais globalement, il faut quand même que ça arrive à mi-juin pour ensuite préparer, vous savez, le fameux rattrapage. Puisque vous savez que maintenant, vous pouvez rattraper et les établissements d'enseignement supérieur ou scolaire, si ce sont des lycées, ils sont tenus de vous accompagner, de vous coacher pour progresser dans les matières, les disciplines que vous aurez choisies pour votre oral. Ils vont aussi vous aider à choisir, par exemple, quelle discipline il faut que vous preniez. Un peu comme pour l'oral du rattrapage du bac, hein, il faut faire son calcul. Où je peux ramasser le plus de points, où j'ai besoin de... Quelles sont les disciplines dans lesquelles j'ai le plus de chances de rattraper des points. Et il y aura donc 2 oraux. Un oral, j'ai un petit blanc, je me souviens plus. Un rattrapage, une interrogation, un oral sur les connaissances, compétences générales, et puis évidemment un oral sur les connaissances professionnelles. C'est un peu comme pour le grand oral. C'est 20 minutes de préparation et 20 minutes de passage. Mais dites-vous bien que là, actuellement, les examinateurs, ils sont dans de bonnes dispositions. Forcément, si vous n'avez pas eu de bonnes notes ou des notes suffisantes, ils savent aussi que vous avez eu une année ultra perturbée. Compliqué. Alors, effectivement, il y avait les lycées qui, eux, n'ont pas été traités de la même manière que dans les organismes privés d'enseignement supérieur. Mais voilà, il faut se dire qu'ils sont là pour vous rattraper. Après, le BTS, c'est aussi une formation où généralement, il y a un taux d'échec quand même qui est important. C'est pas, c'est pas simple. C'est pas simple. On peut prendre une autre question. Donc c'est Mirk 3. C'est combien de temps le délai en général? Alors que j'imagine que ça doit être pour les délais de réponse. J'imagine quand on est ils sont évolutifs. Voilà. Est-ce qu'on peut regarder sur le site? On va peut-être les trouver. Alors, au début, c'est 3 jours. Là, ça a évolué. Alors, que je le retrouve. Oui. On ne le retrouve plus. Je les ai plus en tête en ce moment parce que là, j'ai le bac en tête, moi. Oui, c'est ça, c'est de l'ordre de 3 jours. Hein, mais de toute façon, les délais de réponse sont bien précisés. Hein. Je vais vous remettre le calendrier de Parcoursup qui est quand même important d'avoir en tête. Voilà, je vous l'envoie. Tac. Donc là, vous voyez bien que la phase d'admission complémentaire s'ouvrira le 16 juin avec la fin de la phase principale le 16 juillet. On va peut-être prendre une Chacha 3108. Je suis sûre que les écoles lisent pas les lettres de motivation et regardent les portfolios. On ne saura jamais, j'ai envie de vous dire. Mais globalement, non. C'est pas l'écho qu'on nous fait. On nous dit que vraiment les gens travaillent. Regarde les lettres, on nous le promet. Alors, on pourra toujours... oui, parce que chaque formation peut vous demander... vous a certainement demandé de fournir ou bien des motivations, ou bien des documents pour justifier votre souhait de formation. Et en principe, évidemment, ces éléments sont consultés. En tout cas, c'est précisé dans la formation quels éléments seront consultés, et quels sont les attendus, quels éléments permettront de sélectionner les candidats. En principe, c'est indiqué. Vous avez un avis sur le maintien du contrôle continu pour les BTS malgré les nombreuses plaintes d'étudiants? Un avis.
pas forcément un avis personnel, mais en tout cas, je comprends la logique en fait dans cette décision. D'abord, on a eu beaucoup si c'est sur le plan, la question se pose sur le plan sanitaire, il y a eu énormément d'examens qui sont passés en présentiel et ça n'a pas posé de problème. On a le recul maintenant, on a aussi tous les concours d'enseignement, on a suffisamment de recul pour dire qu'on peut respecter les gestes barrières. Donc de ce point de vue-là, ça je le comprends. Ce que je sais, c'est que le taux, l'année dernière, le taux de réussite des BTS avait explosé. C'est-à-dire que normalement, on est plutôt à 70% de taux de réussite chez les BTS en général. Et là, on était à des taux stratosphériques. Donc l'enjeu, c'est qu'on n'a pas, les autorités n'ont pas forcément la main sur la manière de noter dans toutes les écoles. Donc elles estiment que, comme elles n'ont pas la main là-dessus, elles veulent pouvoir bien avoir un examen qui objective le niveau des élèves. Je comprends que ce soit difficile pour les élèves, mais en même temps, l'enjeu, c'est de garantir la valeur du diplôme. C'est-à-dire que si on passe tout en contrôle continu une deuxième fois avec très peu de garanties, suivant les écoles, on ne sait pas du tout ce qu'elles vont proposer, ces écoles. Vous pouvez avoir des gens qui sont très sérieux, évidemment, il y en a plein, mais vous pouvez avoir des gens qui sont moins sérieux. Et l'enjeu, c'est que eh bien, quand vous avez un BTS, vous arrivez auprès d'un employeur, il sait ce que le BTS vaut. Donc il faut faire attention dans toutes ces périodes de pandémie, toutes ces périodes où on a dû adapter les diplômes. C'est une obsession de garder la valeur des diplômes. Qu'on ne puisse pas dire, il a eu son diplôme telle année, il ne vaut rien. Il n'avait pas le niveau. Donc, c'est important. Voilà. Donc, je comprends cette logique-là. Je n'ai pas d'avis personnel, mais je peux comprendre cette logique-là, ce qui est de s'inscrire dans la longueur. Mais je comprends aussi la situation des étudiants qui a vraiment été difficile. Et je pense quand même que voilà, il faut continuer, surtout dès que vous avez vos résultats et que vous voyez que vous n'avez pas eu, investissez-vous à fond sur la période sur la session de rattrapage, parce qu'il y a vraiment des points à aller récupérer et vous aurez des examinateurs qui seront dans la bienveillance, et ça c'est la consigne qui a été donnée, la bienveillance des jurys. On va peut-être prendre une autre question. Je voyais Tchetcheski, j'ai toujours pas reçu ma convocation pour les épreuves du bac, j'ai peur. Donc c'est un élève de terminale. Du bac ou de la convocation de ne pas l'avoir reçue. En principe, elles sont en train d'arriver. Mais donc, oui. Ça devrait venir. Je pense que si vous êtes inscrit dans un établissement, dans un lycée, donc le lycée s'est chargé de votre inscription au bac, donc ça devrait arriver très prochainement. Il ne faut pas trop s'inquiéter là-dessus. Si vous êtes inscrit en candidat libre, oui, il faut appeler les départements des examens et concours dans les académies. C'est normal d'avoir peur. Il n'y a pas de souci. Hier, j'étais dans une classe de terminale à Metz. Ben oui, ils avaient peur. Et c'est souvent les élèves les meilleurs qui ont le plus peur. C'est quand même assez amusant. C'est normal d'avoir peur et c'est motivant. Parce que l'échéance et la peur, le stress, va agir pour vous motiver à travailler et à être bon. Donc, mais bon, après, il faut le gérer. N'hésitez pas à faire du sport. N'hésitez pas à faire des sports, soit des choses qui permettent de se détendre et d'aller courir si vous êtes plutôt si c'est ça dont vous avez besoin. Ou sinon, bon, les exercices de yoga, respiration, si vous maîtrisez tout ça, c'est bien aussi. Puis voir ses copains, réviser ensemble. Réviser ensemble, c'est sympa, ça motive, on se sent moins seul. Je pense qu'il y a aussi un enjeu de solitude, quoi. Quand on passe un examen, on se dit qu'on va être seul, quoi. En plus, avec l'année, avec le distanciel qu'on a connu. Exactement, et je crois que plus que jamais, voilà, en respectant les gestes barrières, s'il vous plaît, parce que attention, si vous êtes malade, si vous êtes Covid, si vous êtes cas contact, le jour de l'épreuve de philo notamment, vous ne pouvez pas la passer. On va garder votre note de contrôle continu si vous avez un justificatif, mais si vous aviez des mauvaises notes durant l'année, c'est dommage. Vous devrez essayer de vous rattraper en septembre. Donc vraiment, la session de septembre, c'est quand même pas l'idéal. Ouais, c'est pénible, surtout c'est dans pénible, le cadre voilà. de l'enseignement supérieur. Voilà. On avait une question de Leïla MD. Les réponses oui, si en licence, c'est forcément 4 ans de formation.
Alors, ce qu'on peut dire sur les formations sélectives, en effet, sur les réponses que vous recevez, donc pour les formations sélectives, donc c'est à la fois les classes prépa, les BTS, les écoles, Sciences Po, IFSI, EFTS, licence sélective. Donc, vous pouvez avoir une réponse oui. Et dans ce cas-là, il faut bien respecter les délais, comme on disait tout à l'heure. Si vous avez comme réponse en attente, donc c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, votre position dans la liste d'attente est indiquée et ça peut évoluer vraiment tous les jours. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Si la réponse est non, dans ce cas-là, il faut tirer une croix sur cette formation. Pour les formations non sélectives, donc ça se rapproche davantage de la question, donc pour les licences, les parcours PASS, Accès Santé. Donc, encore une fois, pour la réponse oui, bien respecter les délais. Vraiment, il ne faut pas se tromper là-dessus parce que ce serait trop dommage de perdre votre place dans la formation parce que vous avez raté les délais d'1 ou 2 jours. La réponse oui, si. Donc ça, on n'en avait pas encore parlé. Donc c'est-à-dire que la formation estime que vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé. Donc ça peut être une remise à niveau, du tutorat, du soutien. Et cette formation conditionne en fait l'accès à cette formation. Donc vous ne pouvez pas la refuser. C'est bien ça. Oui, si tu es obligé d'accepter. Est-ce que c'est en 4 ans ? J'avoue que je ne sais pas si en fait, toutes les universités ont des systèmes différents. Exactement. Donc, normalement, c'est indiqué à côté de votre réponse, si vous avez un oui-si, la formation précise en quoi consiste cet accompagnement, donc vous saurez exactement en quoi ça consiste, si c'est un stage, du tutorat. Si c'est une année complémentaire. Si c'est une année complémentaire, prenez-le comme une chance. Si vous êtes très déterminé dans votre choix, c'est quand même intéressant. C'est pas une année perdue. C'est pas une année perdue du tout, parce que ça veut dire que vraiment, c'est ce qui va vous permettre d'accéder à ce que vous voulez. Et de réussir. Donc, oui, c'est une année, mais regardez le nombre d'étudiants qui sont en réorientation. Eux aussi, ils ont fait une année... C'est 182 000 étudiants en réorientation. 182 000, c'est beaucoup. Hein. Et ben, ces étudiants-là, ils vont changer de voie. Donc, pourquoi pas faire une année de WICI, de préparation pour être plus solide. Il est clair, un gap, il y a vraiment une marche entre le lycée et l'enseignement supérieur. Ça, il faut que vous en ayez tous conscience. C'est-à-dire ce que vous avez, les exigences qu'on a eues au lycée, elles sont inférieures à ce qu'on va vous demander à la fac, c'est en licence, en école, dans l'enseignement supérieur. Il faut en avoir vraiment conscience. C'était déjà comme ça, moi, de mon temps, je vais faire ma vieille, mais ça n'a pas changé. C'est-à-dire que et je dirais presque d'autant plus avec les taux de réussite qu'on a eu l'année dernière à cause de la pandémie, vraiment, les universités, elles ne veulent pas baisser de niveau. Parce qu'encore une fois, c'est la valeur du diplôme qui compte. Il faut absolument la préserver. Et c'est votre avenir à tous les étudiants. Puis on peut rappeler aussi qu'il y avait jusqu'à présent un taux d'échec vraiment très important en première année. Oui. Donc si vous pouvez bénéficier, alors que ce soit... Ça n'existait pas il y a 4 ans. Hein, si vous pouvez bénéficier de ce soutien, que ce soit sur un an, sur une période plus courte, vraiment, profitez-en. C'est une chance, c'est un cadeau qu'on vous fait qui pourra vous permettre d'enclencher plus rapidement votre entrée dans le supérieur. Et puis, un dernier petit point sur les réponses, sur l'apprentissage. Alors, vous pouvez avoir comme réponse oui, mais sous réserve de la signature d'un contrat. C'est à vous de trouver un contrat en apprentissage. Vous avez encore quand même 3 mois après la rentrée pour trouver un employeur, mais c'est à vous de le trouver. Donc ça, vraiment, il ne faut pas le négliger. Prime, c'était 2 années difficiles pour nous, carrément. Mais au moins, si on a le bac, il aura de la valeur dans le futur. C'est l'enjeu. C'est pour ça que le ministère de l'Éducation a voulu absolument conserver les 2 épreuves. Le grand oral qui va vous servir dans la vie. Hein. Moi, j'ai même vu là des jeunes qui s'entraînaient au grand oral et ça leur avait servi même pour des concours. Mais ça vous servira aussi pour vous présenter un entretien d'embauche et évidemment dans l'enseignement supérieur. Il faut savoir que les Français, nous, jusqu'à présent, j'espère que ça va changer avec cette réforme, on n'est vraiment pas bon à l'oral. On est tous d'accord là-dessus, on n'en fait pas assez en classe. Et du coup, dans la vie professionnelle, c'est quelque chose qui manque. Alors, une question de VET L5. Les spécialités prises en première comptent-elles beaucoup pour les études supérieures ? Alors, en principe, ce qu'on peut dire, c'est que vos spécialités choisies donc en première et conservées en terminale ne vont pas vous disqualifier dans le cadre d'une formation. Oui. En principe, les formations n'imposent pas le choix de certaines spécialités pour accéder à ces formations. Mais elles peuvent quand même en recommander certaines.
Donc ça, voilà, c'est dit. Voilà. Mais Une école d'architecture, elle va forcément trouver des profils plus intéressants que d'autres en fonction des spécialités, même si vous, finalement, vous mais c'est n'avez pas pas forcément disqualifiant. adoré C'est pas forcément disqualifiant si vous n'avez pas suivi les spécialités, si vous avez de bons résultats, si votre profil, votre motivation est réelle et prouvée, vous avez tout à fait votre chance. Il ne faut pas se limiter, il ne faut pas se censurer. Se dire, j'ai pas pris la spécialité qui correspond, ils voudront pas de moi. Il faut quand même tenter. C'est Mathis Mortel CR Vivality. Oui, c'est ça. Coucou Céline et Véro, je vais passer mon bac de français, donc ça doit être un élève de première. Vous avez des petits conseils pour que je vise plus de 7 sur 20 ? Là, il vous reste encore un peu de temps en principe. Ouais. 17 juin l'écrit, 17 juin après-midi. Exactement. Et puis du 21 au 2 juillet, donc les oraux. Là, c'est le moment de réviser vos fiches ou de vous faire des fiches pour les œuvres ou pour les 14 textes que vous avez à l'oral, de réviser, d'avoir en tête la problématique et les différents mouvements de chaque texte, et puis quelques éléments clés, quelques figures de style. C'est pas la peine de faire un étalage de vos connaissances, mais de montrer que vous avez compris le texte. Vous dire qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent rassurer. Pour l'oral, je sais que c'est pour souvent, ça va être le premier grand oral. Il y en avait eu un au DNB pour vous, mais quand même, là, il a plus d'importance. Sachez que souvent, très souvent, les notes d'oral sont bien supérieures à ce qu'on obtient à l'écrit. Et sauf que elle compte autant que l'écrit. Donc, concentrez-vous. Si vous sentez qu'après le 17, vous dites, bon, l'écrit, j'étais pas bon, vous mettez la gomme sur l'oral parce qu'il y a vraiment toujours des points à rattraper à l'oral. Et c'est le même coefficient. Donc, on met la gomme sur l'oral, sachant que pour l'écrit aussi, si vous voulez être rassuré, on sait qu'on va avoir double de sujets. Vous aurez plus de choix. Donc là, c'est quand même l'assurance de trouver chaussure à son pied, quoi, trouver le thème qui vous plaît, quoi. Mais voilà, il faut s'y plonger, il faut se donner des horaires. Les conseils, c'est travailler. Et encore une fois, pour ceux qui aiment ça, travailler ensemble. Moi, j'ai beaucoup vu des jeunes qui travaillaient ensemble. Moi, je travaillais toute seule, je me souviens quand j'étais lycéenne, mais parce que j'étais pas forcément en ville, c'était pas forcément facile de voir du monde. Moi, je pense que voilà, si vous trouvez des bons partenaires, c'est vraiment top de travailler ensemble. On se stimule, voilà. Et ça fait baisser le niveau de stress. Exactement. On a une question toujours de Vettel5, mais c'est aussi la même question que le beau micro. Quelles sont les écoles d'ingénierie Non, c'était pas ça. Quelle spécialité pour une école d'architecture, s'il vous plaît ? Alors, en principe, c'est indiqué sur Parcoursup. Pour les écoles d'architecture, c'est indiqué les spécialités qui sont recommandées. Après, comme on vous le disait, en principe, vos choix de spécialité ne vont pas vous disqualifier pour des formations. Si votre dossier est bon, si vous avez de bons résultats dans d'autres spécialités, si vous êtes motivé, si vous avez justifié votre motivation, ce n'est pas parce que vous n'aurez pas forcément choisi les bonnes spécialités que vous serez exclu, disqualifié. Ça peut être des spécialités qui n'ont rien à voir, art plastique, sciences physiques, des choses voilà, qui mêlent à la fois le côté artistique et puis les maths, la science, parce que voilà, pour construire, il y a des contraintes physiques à respecter, forcément des mathématiques. Mais oui, moi je pense que des choses, des notions qui relèvent à la fois de tout ce qui est artistique, des sciences humaines et puis des sciences plus dures, ça c'est pas mal. On a une autre question de Chacha3108. Il y a une façon autre qu'un prêt étudiant pour payer des écoles privées. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont des jobs étudiants, qui les ont perdus à cause de la crise sanitaire et que ça a été très très compliqué pour eux. Alors peut-être pour les étudiants boursiers aussi, ça peut les aider. Alors non pas à payer l'école, mais en tout cas à les aider dans leur quotidien pour payer leur logement étudiant. C'est vrai que c'est compliqué les écoles qui sont payantes, effectivement. Allez voir, renseignez-vous s'il n'y a pas des bourses. Certains établissements si vous avez aussi, de bons résultats, essayez de vous renseigner, leur demander s'il y a un système, effectivement. Ouais, le mieux, c'est de s'adresser directement aux établissements qui peuvent peut-être proposer des formes d'aide, des formules pour aider les étudiants les plus modestes. On va prendre une autre question. Je remonte.
Du coup, vous trouvez cela normal de faire du 8h-18h et devoir travailler toute la soirée chez soi. On vit quand du coup? Eh ben, c'est la période des examens. Bienvenue. Et oui. Bah oui, c'est ça. Bah oui, mais non, mais il faut quand même 8h-18h. C'est peut-être beaucoup. Il faut peut-être quand même essayer d'aménager du temps. Mais réfléchissez que les années précédentes, c'était 7, 8, 9 épreuves à travailler. Donc la masse de travail, elle était bien plus importante. Voilà. Donc oui, bienvenue dans les périodes de révision. Ce n'est que le début. Bah oui, oui. Et honnêtement, dans l'enseignement supérieur, vous aurez aussi des grosses périodes avec des contrôles de connaissances et une somme de connaissances à intégrer. Donc oui. Et puis plus on apprend, plus on travaille, plus on travaille. Dites-vous ça aussi, quoi. C'est pas tant le temps, c'est la qualité. Donc effectivement, vous pouvez rester des heures et être inefficace. Ça nous est arrivé à tous. Ça rentre pas, ça veut pas. Là, il faut être en forme. Et plus on apprend, mieux on apprend. Voilà. Dites-vous ça. Essayez de vivre quand même. Faites des pauses pour déjeuner. Enfin voilà, grignotez pas trop. Alors, pour le grand oral, est-ce qu'on le passe dans notre lycée? Ça dépend si votre lycée est centre d'examen. Pas forcément. Ce sera indiqué sur votre convocation. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir... le grand oral, il va prendre plus de place que lors des oraux précédents. Parce que pour des raisons de sanitaires, auparavant, on pouvait avoir un oral qui se passait avec un examinateur. Et puis dans la même salle, on avait le candidat qui succédait, qui préparait. Et là, pour des raisons sanitaires, le candidat qui prépare sera dans une autre salle. Donc ça va mobiliser beaucoup de salles. Alors, on a Skarsdal, pardon si je prononce mal, 06, qui nous demande... Peut-être plutôt ça, oui. Qui nous demande, c'est cher un appart étudiant. Alors, tout dépend de l'endroit où vous vivez. Évidemment qu'à Paris, c'est très très cher. Dans les grandes villes, Lyon, Marseille, tout dépend où vous vous trouvez. Après, il peut y avoir des systèmes qui peuvent être avantageux. Notamment, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent louer des chambres à des étudiants. C'est beaucoup moins cher. Alors, il y a aussi des systèmes d'échange de services. Une chambre qui peut être moins chère ou à tarif privilégié en échange de, je sais pas, quelques heures de ménage, quelques heures de course, ce genre de choses. Donc, le mieux, c'est aussi de s'adresser aux associations étudiantes de l'établissement peut-être où vous serez scolarisé, même si vous ne le savez pas encore, mais les associations étudiantes de votre département qui peuvent peut-être déjà vous aiguiller un petit peu dans la recherche de logement. Et puis, ne pas se focaliser que sur la région parisienne. C'est vrai que j'ai vu les facs, par exemple, de médecine à Amiens qui étaient pleines. Effectivement, quand vous êtes étudiant dans des villes moins importantes que Paris, que les grandes villes françaises, vous avez des conditions d'études qui sont meilleures. Vous pouvez avoir des espaces un peu plus grands. Ça peut compter aussi, là, justement, dans ça vos peut réponses. Ouais, c'est pas mal. Pas forcément se jeter sur les formations parisiennes. Il y a des super formations ailleurs en France. Et vous pouvez très bien vous dire que vous irez dans les grandes universités que vous visiez un peu plus tard. Oui. Prenez le temps. Ça peut offrir des conditions de vie et de travail qui sont bien meilleures. Bien meilleures. Et si par exemple vos parents gagnent trop pour que vous soyez boursier, mais qu'en même temps c'est un peu juste pour avoir un logement qui soit décent, voilà, ça peut être aussi une option que de dire je pars un peu plus loin, mais vous serez tout aussi bien. Alors, on a Semo Subi qui nous dit « Salut, je suis au chômage, j'ai 40 ans, c'est possible de reprendre les études ?» Alors bien sûr, Parcoursup prévoit notamment un dispositif pour les personnes adultes qui veulent entamer des études supérieures. Ça s'appelle Parcours Plus. Alors il n'y a pas de plus en plus. Oui, oui. Alors il y en a même, j'ai le chiffre. Non, je ne l'ai pas. Donc il y a des formations qui sont proposées sur Parcours Plus, mais si c'est dans le cadre d'une réorientation professionnelle, c'est peut-être pas le meilleur moyen pour reprendre des études, parce que vraiment Parcoursup c'est pour la formation initiale. Donc si vous avez déjà entamé d'autres études, ce sera peut-être pas par ce biais-là qu'il faut s'adresser. J'ai une question, pourquoi y a-t-il autant de demandes en école d'infirmière ? Peut-être le Covid. Le Covid, ouais, clairement.
Mais c'était déjà le cas avant le Covid. Les métiers de la santé, ils font toujours envie. C'est s'occuper des autres. Ça appuie sur le caractère altruiste des gens. C'est un peu mystérieux. Ce qui est certain, c'est qu'on a besoin de beaucoup d'infirmières et d'infirmiers parce que, en même temps, ce sont des métiers qui ne sont pas évidents, avec des horaires pas évidents. Et on a aussi beaucoup de gens qui commencent à être infirmiers. Il y en a aussi beaucoup qui se réorientent, qui veulent changer de métier, passer un certain nombre d'années. Ce sont aussi des métiers qui sont difficiles. Voilà. Donc il y a besoin. Il y a des gros besoins dans ce secteur. Et en plus, ils ont été augmentés. Ils ont eu des belles augmentations, là. Les salaires sont meilleurs quand même. Alors, on a une question de Vettel5. Le choix des élèves des écoles d'ingénieurs se fait-il par localisation? Alors, les écoles d'ingénieurs, déjà, ça passe pas par Parcoursup. C'est bien ça, Véronique. Est-ce qu'ils ne sont pas dessus? Non. Alors, parce qu'il y a quand même un certain nombre de formations qui ne passent pas par Parcoursup. Beaucoup d'écoles de commerce. C'est sur dossier, de toute façon. Ouais. C'est sur dossier. Les écoles d'ingénieurs, c'est la localisation. Ça peut être sur dossier, sur entretien. Parfois, il y a même des petits concours qui sont organisés. Donc, ce sont des formations qui ne passent pas par Parcoursup, comme les écoles d'art aussi. On n'est plus dans le système du lycée, où votre adresse compte, comme pour l'affectation au lycée. Là, vraiment, l'enseignement supérieur, c'est beaucoup plus ouvert. C'est beaucoup plus ouvert. Il y a aussi des aides à la mobilité qui permettent parfois de changer de ville. Il faut se renseigner sur ces aides à la mobilité, c'est sur Parcoursup notamment. Si vous ne parvenez pas à trouver la formation qui vous convient dans un établissement, vous pouvez déménager. Il y a de l'ordre de 2 000 €, je crois, qui peut être... Oui, c'est pas négligeable. Oui. Est-ce qu'on peut dire il y a quand même quelque chose sur les secteurs géographiques qui est intéressant, parce qu'il n'y a pas de secteur géographique pour les formations sélectives. Donc ça, c'est important de le dire. Oui. Ça, c'est très important. On peut postuler partout, mais dans les filières non sélectives, il y a quand même un pourcentage qui va être réservé aux candidats hors secteur géographique, mais qui ne seront pas prioritaires. Donc ça peut jouer aussi. On va prendre une autre question. On peut refaire Parcoursup si on n'a pas d'école. Oui, à partir du 16 juin. On regarde les licences, les établissements où il reste des places, et puis on ajuste. Voilà, donc vous retournez voir. Même réponse pour prime gamin Juju Minier. Que faire si on n'est pas choisi? Et il faut redéfinir un nouveau plan, de nouvelles envies, réfléchir à ce qu'on peut faire. Ne pas hésiter à aller voir les conseillers d'orientation, retravailler son projet. Et puis surtout, ce qu'on peut dire, c'est que si vous n'avez toujours pas de réponse positive, que vous n'en avez toujours pas, même au début de la phase complémentaire, vous pouvez vous adresser à la commission d'accès à l'enseignement supérieur. Ça, c'est à partir du 2 juillet. Et ça va permettre de... Ce sont les KS, voilà. Ouais. Et ça va permettre peut-être vous apporter des solutions, de réfléchir à votre projet en fonction des places disponibles. Donc, il ne faut pas hésiter vraiment à se tourner vers les KS qui peuvent peut-être vous aider, vous accompagner. Et puis aussi, chose pas négligeable, c'est que là, il y a un numéro vert auquel vous pouvez vous adresser dès maintenant. Je vais vous le retrouver et vous l'afficher tout de suite. C'est 0800 400 070. C'est voilà, 0800 400 070. Vous pouvez dès maintenant appeler ce numéro pour vous aider, pour vous accompagner dans votre orientation, que vous ayez des réponses positives, des réponses en attente ou pas de réponses, qui pourront certainement vous aider. Mais il y a aussi évidemment votre lycée, votre CIO, votre professeur principal qui peuvent vous aider. Mais surtout, ce qu'on peut vous dire, c'est ne restez pas seul. Si vous avez des questions, si vous avez un doute, ce serait trop bête de manquer une place dans une formation que vous souhaitez ou de manquer le coche de votre orientation parce que vous étiez perdu, parce que vous étiez seul, parce que vous ne compreniez pas. Donc vraiment, si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu aujourd'hui ou qui vous viennent plus tard, ne pas hésiter à contacter ce numéro. Donc je le redis, 0800 400 070. Et regardez bien vos messages aussi, parce que pour tous ceux qui avaient inscrit des formations sélectives et qui sont pris nulle part, ils sont rappelés. Ils sont rappelés par Parcoursup. Donc saisissez toutes les mains qu'on vous tend.
Voilà, et vous allez trouver une solution. Et puis, on va vous aider à trouver, tout le monde va vous aider. Il y a une messagerie aussi, comme tu disais, sur Parcoursup. Donc, vous pouvez adresser vos messages également par ce biais-là, qui sont lus et qui sont, auxquels il y a des réponses qui sont données. Alors, on a Chacha3108. Ça me donne envie de pleurer quand j'ouvre Parcoursup tous les matins. Mais c'est pas du tout désespéré. Là, on est vraiment au début du processus. Ça peut évoluer très, très vite. Hein. Oui, courage. Courage. Ça va aller. Ça peut être long. Effectivement, quand tu n'as pas ce que tu veux, c'est quand même dur d'encaisser tout ça après une année aussi difficile. Mais il faut s'accrocher. Il y a forcément une place. Il faut se dire, il y a forcément une place pour moi quelque part. Je vais y arriver. Voilà, il faut vous remonter le moral. Encore une fois, ne pas rester seul. Mais oui, je comprends bien que c'est dur. Hein, franchement, là. Surtout avec les 2 ans là qui viennent de passer. Ouais, c'est pas simple. Il faut sortir. Il faut garder la tête froide et pas se désespérer. Parce que c'est justement, si le moral baisse un peu, on va pas forcément voir de solution. C'est pour ça que le numéro vert, ça peut être utile aussi, parce que vous n'êtes pas seul, vous pouvez appeler, ça peut vous donner d'autres idées que celles qui vous ont été données par vos profs ou par votre entourage. On a besoin parfois aussi d'aller un petit peu à l'extérieur de notre cercle. Voilà. Une autre question sur le bac Christophe 594. Pour information, il n'y a aucune grille de correction officielle pour le grand oral. Alors c'est sûr que c'est une année un peu particulière. Bon, il y a le Covid. C'est aussi une nouveauté pour le grand oral. C'est une des grandes nouveautés de la réforme du bac. Ce sera la première édition cette année. Et c'est vrai que pour les lycéens de terminale, ils vont un peu expérimenter le truc. Ça va être un peu des cobayes du grand oral. Bon, il y a quand même des consignes, hein, des choses. Les enseignants, il y a quand même une grille d'évaluation. Il y a quand même une grille d'évaluation où on peut évaluer les capacités à l'oral. On va surtout évaluer la capacité d'argumentation. Exactement. C'est vraiment les 10 minutes d'échange qui sont importantes. Et une capacité à présenter une question, mais pas forcément à des professeurs qui sont spécialisés. Vous pourrez très bien discuter avec un jury qui ne relève pas de votre spécialité. Ouais. Donc, il faut bien se mettre ça en tête. Et ce jury-là, il ne sera peut-être pas tout à fait à même d'apprécier les caractéristiques, les connaissances, hein. Mais du coup, lui, il sera en mesure d'évaluer si vous savez parler de quelque chose de compliqué à quelqu'un qui n'y connaît rien. C'est ça, voilà. Exactement. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à vous entraîner avec vos parents. Je sais que vous vous entraînez actuellement plus souvent avec d'autres lycéens. Tournez-vous aussi vers d'autres cercles, là aussi, d'autres générations. Ça peut être pas mal. Des cousins, enfin des gens qui ne sont pas forcément actuellement en terminale. Oui, c'est ce que disait Véronique. L'idée, c'est pas d'avoir une connaissance encyclopédique sur la question. Hein. On vous demande pas de réciter Wikipédia. Le grand oral, c'est vraiment vous poser une question personnelle sur un sujet. Plus elle sera originale, plus elle sera bien vue, même controversée ou polémique. Hein, vous avez le droit. Et l'idée, c'est d'argumenter votre réponse, de construire un plan et d'expliquer votre point de vue sur un sujet. Vraiment, l'idéal, c'est de trouver un point de vue sur un sujet et pas de faire un cours. Hein. C'est vraiment pas du tout ça qu'on vous demande pour le grand oral. Et je dirais pour ceux qui sont à l'aise à l'oral, mais vous et moi j'en vois, hein, ils sont vraiment à l'aise, eh bien vous, j'ai envie de dire, concentrez-vous, le micro, concentrez-vous sur le fond pour être vraiment béton sur le fond et ne pas faire que de la forme. Et pour ceux qui sont plutôt bons sur le fond, mais par contre qui ont des faiblesses à l'oral, ben là par contre mettez la gomme sur l'aisance, sur la manière de parler, entraînez-vous un maximum, apprenez votre intro, votre conclusion. Hein, c'est pas du par cœur, mais quand même ça vous sécurisera. Il y a des petits trucs comme ça pour être plus à l'aise. Et puis surtout en deuxième partie. Mais c'est un oral. Hein. Exactement. Voilà. Ayez bien ça en tête. On n'est pas sur un contrôle des connaissances. C'est pas un exposé. C'est une question. On va évaluer votre capacité d'argumentation. Et puis surtout en deuxième partie du grand oral, il y a un échange sur votre projet personnel
dans le supérieur, si vous avez un projet dans le supérieur. Donc là aussi, ça peut vous permettre de gagner des points en parlant de vous, de ce qui vous plaît, de ce qui vous motive, de ce que vous avez envie de faire plus tard. Et parlez même de ce qui ne vous plaît pas. Et Par oui. exemple, j'ai pris une spécialité, ben voilà, moi je pensais que ça me plairait, ben là ça me plaît pas. Et du coup, ça me conduit à penser que je vais aller plutôt vers ça. Vous avez le droit de le dire. On n'est pas, n'essayez pas d'être monsieur parfait ou madame parfaite. Ça, c'est important. Bien sûr. J'ai envie de reprendre la formule un peu connue, vous venez tel que vous êtes, mais il y a un peu ça, c'est un peu ça. Tout en respectant évidemment des bonnes manières de vous exprimer, etc. Et surtout, ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne vous demande pas de réciter votre plan, votre argumentation. Vous avez le droit de buter, d'hésiter, de chercher vos mots, de vous reprendre. C'est pas grave, en fait, de se tromper de mots, de dire ce genre de choses. Alors après, ce qu'il faut éviter, évidemment, c'est la vulgarité, c'est une attitude un peu désinvolte, mais vous avez le droit d'hésiter. Vous ne serez pas pénalisé. On ne vous demande pas d'être un grand orateur, d'être un grand comédien qui récite son monologue. C'est vraiment pas ça. Sans compter qu'en plus, les enseignants pourront éventuellement intervenir pour vous aider dans votre exposé. Je regardais les 5 grands critères évalués par le jury. La qualité orale, la qualité de la prise de parole en continu, la qualité des connaissances quand même, hein. Oui. La qualité de l'interaction et qualité de construction et d'argumentation. Donc vraiment, il faut qu'il y ait un cheminement dans votre question, que vous alliez d'un point A à un point B. Oui, vous balancez pas vos connaissances. Il faut qu'il y ait quand même un minimum de construction. Ouais, sans trop regarder vos notes. Il y a actuellement Oui, parce que une nouvelle règle qui consiste à vous laisser vos notes. Ce n'était pas ce qui était prévu au départ, mais en raison de la pandémie, ça fait partie des adaptations. Les notes que vous aurez prises pendant les 20 minutes de préparation, vous pourrez les garder avec vous. Alors attention à ne pas lire, hein. Oui. L'idée, c'est c'est pas de réciter par cœur avec des phrases votre exposé, mais vous pouvez indiquer les grands points, la structure de votre argumentation, peut-être les éléments qui vous permettent d'enchaîner d'une partie à une autre, et puis peut-être aussi les quelques éléments de votre conclusion, parce que c'est vrai qu'avec le stress, on peut perdre un peu ses mots, et donc c'est un petit plus, c'est vrai, de pouvoir garder vos notes, vous pourrez vous en appuyer, même si, attention à ne pas les lire, bien entendu. Proposition, Céline. Tu penses qu'on pourrait s'entraîner ensemble, demande Imemoria 2. Oui, parce que c'est vrai que donc je repasse le bac cette année. J'ai passé le bac il y a 18 ans, je l'ai eu. Et puis cette année, je me suis lancée dans l'aventure de repasser le bac. Alors évidemment, c'est un peu perturbé avec le Covid. Et donc moi aussi, je vais passer le grand oral. Bon, alors je dois vous confesser que je ne suis pas en avance. On peut même dire que je suis en retard sur le grand oral. Ah bon? Ouais, là, j'ai pris un petit peu de retard. Donc, est-ce que tu as défini tes questions? Oui, j'ai défini mes questions. Il y en a une que j'ai bien avancée. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, moi, j'ai 2 spécialités qui sont... j'ai pris humanité, littérature et philosophie, ainsi que histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Littéraire, hein. Voilà, plutôt littéraire. Et j'ai pris 2 questions. L'une sur la conquête de Mars, pourquoi vouloir aller sur Mars, ne pas retourner sur Mars. Ah ouais. Et une autre question sur la mémoire autour de la guerre d'Algérie. Et ce sujet-là, je ne l'ai pas encore vraiment attaqué. Donc là, il va falloir que je m'y mette sérieusement. J'espère que vous n'êtes pas dans mon cas. J'espère que vous avez bien avancé vos 2 questions pour le grand oral. Il y a des thèmes qui m'ont fait rire. Hier, j'étais dans une classe de terminale. Il y avait un jeune qui faisait un exposé sur Johnny Cash. Enfin, une question sur Johnny Cash. Intéressant. Vous pouvez parler de vos passions, hein. Bien sûr. Ça, c'est sympa. D'un événement de votre vie personnelle, familiale. Même les jeux vidéo, il y a des thématiques sur les jeux vidéo. Est-ce que les jeux vidéo relèvent de l'art? Il y a plein de choses. Ouais, c'est passionnant. Alors... Une info, alors c'est Christophe 594, une info pour les candidats. Les examinateurs n'ont pas accès aux sujets traités par les candidats, donc pas possible de préparer des questions en amont. Oui, c'est-à-dire... C'est super, merci. Merci Christophe, c'est une bonne idée. Ouais, donc c'est bien en fait. Et comme le disait Véronique, vos examinateurs pourront tout à fait être des enseignants qui ne relèvent pas des spécialités. Oui. Donc, par exemple, si vous prenez un sujet de mathématiques, vous pouvez très bien avoir en face de vous 2 examinateurs qui ne sont pas profs de maths. Ouais. Donc l'idée, ça ne va pas être de vous coincer sur vos connaissances, mais comme disait Véronique, d'être convaincu. L'idée, c'est de les convaincre en fait, que votre argumentation, de les convaincre, de les susciter une adhésion chez eux. Donc c'est vraiment ça, essayer de construire une argumentation
avec des exemples, et puis montrer un peu d'investissement. Oui, voilà, ils vont mesurer à quel point vous êtes engagé en fait dans cette question et à quel point vous êtes passionné pour cette question que vous avez définie souvent avec vos profs. Je vois une question sur le bac français. Je vais encore... Ah oui. Je vais encore décevoir. Théo Gainet, bonjour, il n'y aura donc pas d'ultime aménagement pour le bac français. Non. On a vu le directeur de l'enseignement scolaire ce matin. Et on garde absolument la même configuration avec les écrits le 17 juin après-midi et puis les oraux du 21 au 2, en sachant qu'à l'écrit, le nombre de sujets est multiplié par 2. Donc ça laisse quand même plus de choix. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de contrôle continu parce que le directeur de l'enseignement scolaire nous a expliqué que la philo, c'était normal de l'aménager parce que quand vous arrivez en terminale, vous découvrez la philo en fait. Vous n'en avez jamais fait avant. Alors qu'on considère que pour la première, le français, vous en avez fait un peu durant toute votre scolarité. Donc vous y êtes quand même beaucoup plus préparé. Et le fait qu'il y ait eu des cours en moins est moins impactant que pour la philo. Sachant que la philo, vous n'avez qu'une année, c'est généralement à fond de train, où vraiment les programmes vont très vite. C'est pas facile d'intégrer tout ça. C'est pas la même discipline que le français que vous avez toujours. Vous en avez fait au collège, vous en avez toujours fait. Voilà ce qui motive cette décision en tout cas. Une autre question de ex. Alors pardon, je crois que je vais pas pouvoir prononcer ex. Bon. Attends, je peux essayer. Attends, je sais pas où il est. Bon, bref. Bonjour, je voudrais savoir si les 10 vœux que l'on doit formuler sont hiérarchisés ou pas. Eh bien, en principe... Non, il n'y a pas de hiérarchie. Vraiment, c'est vous qui faites la hiérarchie au fur et à mesure. Exactement. Et elle peut changer, et oui, encore une fois. Oui, bien sûr, vous pouvez la changer. Vous pouvez tout à fait accepter un vœu et conserver vos vœux en attente. Et puis, si demain, après-demain, la semaine prochaine, vous avez des vœux en attente qui deviennent oui, eh bien, vous pouvez tout à fait les privilégier, même s'ils étaient plus bas dans votre liste. Comment convaincre un squad demande comment convaincre un jury littéraire sur un sujet de mathématiques. Eh ben, le talent, c'est la conviction. La conviction et puis le sérieux de votre argumentation, vraiment. Et puis votre propre passion pour le sujet, si votre je puis passion dire. pour le sujet, votre sérieux. Voilà, c'est l'idée, on nous l'a redit encore ce matin, c'est vraiment que tout ce que vous direz doit pouvoir être compris par quelqu'un qui n'y connaît rien. Voilà. Donc vous gardez ça à l'esprit. C'est ça le principe en tout cas. C'est ça le principe de l'épreuve. Donc vraiment très différent de ce qu'on imaginait au départ. Bien sûr. Oui. C'est généraliste finalement. Vous allez expliquer des choses compliquées avec des mots simples. Faites le plus clair possible. Faites le plus clair possible, voilà. On a Vettel5 qui nous dit la philo peut-elle être utile pour être ingénieur ? La philo peut être utile à tout le monde, de toute façon. Mmh. Oui, bien sûr. Et la philo, c'est... Ça peut diversifier les profils, ça peut les intéresser aussi. Hein. Et puis la philosophie, c'est aussi un accès à un mode de réflexion, d'esprit critique. Au-delà des références, c'est aussi une manière peut-être de questionner le monde, d'interroger, de cultiver un esprit critique qui est valable pour toutes les professions, pour tout le monde. Après, les écoles, elles vont choisir des profils en fonction des connaissances, évidemment, du niveau, des spécialités dans lesquelles, évidemment, pour ingénieurs, ils vont c'est pas forcément des littéraires, mais peut-être que suivant les écoles, ils veulent parfois diversifier aussi les parcours, ils peuvent être séduits par certains profils. Les jurys sont souverains. On ne sait jamais pourquoi on est choisi plutôt qu'un autre, mais c'est pareil dans le monde du travail, c'est pareil dans plein de secteurs. Voilà. Si vous êtes... J'ai envie de dire, ce qu'il faut en revanche, c'est être bon dans ce qu'on fait, en fait. Voilà. Si vous avez choisi philo, mais que c'est pas vraiment votre truc, je vais pas vous dire que ça va vous rapporter des points pour être ingénieur. Mais si vous vous surpassez et si c'est votre passion, why not, hein. Ça doit dépendre des écoles. Puis ça dépend toujours des écoles. Les écoles ne recherchent pas toujours les mêmes profils. Alors on a Astronic qui nous demande notre question du grand oral doit-elle être obligatoirement en accord avec notre projet professionnel futur ? Je pense que pour l'exemple que citait Véronique tout à l'heure, la personne qui prépare un grand oral sur Johnny Cash. Johnny Cash. Pardon.
a priori, ne va pas forcément. s'orienter Non. dans l'étude de la musique ou Non. dans ce genre de choses. Pas forcément, pas du tout. Pas forcément. Pas forcément. Il faut que ce soit en lien avec vos spécialités. Donc ça peut être un sujet ou transversal ou un sujet qui relève d'une des spécialités. Ça peut être un sujet qui croise les deux. Mais c'est mieux que les deux sujets croisent. Soit transversaux. Voilà. S'appuient sur les... Voilà. Permettent de valoriser les connaissances dans les deux Il ne spécialités. faudrait pas que les deux sujets ne se concentrent uniquement que sur une seule spécialité. Ça, ce serait pas trop bien vu, même si bon. Certains le font parce que c'est quand même un peu compliqué cette année. C'est sûr. Mais oui, il y aura une certaine tolérance, bien sûr. Je pense que c'est pas. Alors, on a une autre question de Famous Team. Ah, la copie blanche au bac de philo est-elle éliminatoire? Eh bien non. Ça y est, on a eu l'info ce matin. Ce n'est pas éliminatoire. En revanche, si vous ne venez pas à l'épreuve, sans justifier de cette absence, eh bien là, on retiendra un 0. Ça, c'est sûr. Et le jury ne regardera pas votre note de contrôle continu. Donc, si vous avez moralité, si vous avez dans tous les cas, il faut y aller. Après, vous pourrez rendre copie blanche du moment que vous restez un minimum d'1 heure. Bon. Il faut rester une heure sans rien faire quand tout le monde compose. Je ne sais pas s'il y aura tant de gens qui le feront. C'est un peu dommage. Voilà. C'est un peu dommage. Il faut essayer. Tenter. Faut essayer. En plus, si jamais c'est une catastrophe, il y a quand même les notes du contrôle continu qui sont conservées. C'est ceinture et bretelles, je dirais. Voilà. C'est sécurisant. Ah oui. L'idée, c'est aussi de vous faire passer une épreuve sur un temps long parce que vous en aurez dans l'enseignement supérieur. Voilà pourquoi ces épreuves, elles sont maintenues. Des épreuves de 4 heures, il faut les tenir. C'est aussi un challenge. Organiser son temps, on apprend plein de choses et il faut les faire pour pouvoir... Et puis surtout, c'est formateur pour l'année prochaine. Oui, voilà, c'est formateur pour l'année prochaine. Ouais. Peut-être une dernière question... Alors pour conclure, les profs seront bienveillants, mais jusqu'à quel point? Ils vont chercher à savoir si vous avez travaillé. Voilà, je crois que c'est toujours... ils vont toujours regarder ça. Les jurys vont aussi regarder comment s'est passée l'année. C'est-à-dire que si vous avez eu des notes qui étaient moyennes tout au long de l'année, puis qui remontaient un peu sur la fin, par exemple, ça fait gagner des points. Quand les jurys, ils vont arrondir... Les jurys de bac, ils vont arrondir, non pas à la décimale, mais au 10e. Donc, si vous aviez 9,27, ça deviendra un 9,3. Et après, quand le jury de bac se réunit, ça peut finir par augmenter. Bon, 9,3, c'est un peu, on part, on va dire, d'un peu loin. Si on est à 9,9. 9,76, on va dire. On arrive à 9,8, ils vont l'arrondir à 9,8. Et s'ils voient qu'il y a des progrès qui ont été faits, du travail qui a été fourni durant l'année, un sérieux, bon, et du coup, ils vont reconsidérer aussi les autres notes pour voir si on ne peut pas gratter de ci, de là, des dixièmes de points. Enfin, il ne faut pas non plus miser uniquement sur la bienveillance de cette année. Si vous n'avez pas travaillé, en revanche, ça, par contre, ça se verra aussi. Les appréciations sont regardées. Donc ça, il faut l'avoir en tête. C'est ça la limite de la bienveillance. C'est les appréciations des profs jouent beaucoup quand même dans votre livret. Donc regardez aussi ce qui est écrit dans votre livret. Bon, on espère avoir répondu à certaines de vos questions. On vous souhaite bonne chance pour le bac. Et puis pour ceux qui passent le bac, du courage. Parcoursup, on s'accroche, rien n'est joué. Il y a encore plein de choses qui vont bouger dans les prochains jours. Donc vraiment, il ne faut pas désespérer. Voilà, exactement. Et puis pour ceux qui passent le bac, bonne chance. Accrochez-vous. Et puis à bientôt. Dites-vous que ça va bien se passer. De toute façon, ça va bien se passer. Franchement. Il faut y croire. Bon courage à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.